Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 5 septembre 2025. C'est une très belle journée d'été, entre autres. Donc, on les compte bien ces journées-là parce qu'on sait qu'on s'en va avec des saisons qui vont être un peu difficiles par rapport à l'été. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de quelque chose. Quand on a fait la vidéo qui s'appelle le numéro 141, on avait parlé de la maladie hollandaise. C'était quoi la maladie hollandaise? La maladie hollandaise, juste pour résumer ce qu'on avait dit à l'époque, la maladie hollandaise, c'est qu'à un certain moment, la Hollande ou le Néderlande, enfin, les Pays-Bas, comme on dit, parce que la Hollande, c'est juste une région des Pays-Bas. Donc, les Pays-Bas ont découvert d'avoir du gaz naturel, beaucoup. Donc, ils se sont mis à vendre du gaz naturel. C'est très bien. Ça leur a donné un afflux de monnaie qui venait de l'étranger. Et ça fait, ça, ce qui est le côté moins intéressant, ça fait apprécier leur devise à tel point que ça crée des difficultés pour produire dans l'industrie les biens qu'ils produisaient. La conclusion, c'est que en vendant un produit comme faisaient les Hollandais, donc à vendre leur pétrole, ça leur faisait arriver beaucoup d'argent de l'étranger et cet argent-là, finalement, faisait réévaluer la monnaie hollandaise et finalement, ça rendait difficile pour l'industrie hollandaise générale, celle qui faisait des chaises ou je sais pas, des tables ou n'importe quoi, et finalement de vendre ces produits-là à tout le monde parce que ça devenait trop cher. Et donc, ça, c'était finalement la maladie hollandaise. À présent, de quoi on va parler aujourd'hui? On parle aujourd'hui de quelque chose qui peut devenir la maladie hollandaise. Et ça s'appelle le théorème de la prononciation est compliquée pour moi. Ça s'appelle Ribczynski. C'est un nom polonais, plein de lettres finalement et de Y et puis tout ça. Mais enfin, vous le voyez vous-même sur le texte. Donc, le théorème de Ribczynski, il touche à ce sujet-là. C'est-à-dire, à un certain moment, si on privilégie une production, ça va au détriment d'une autre production du pays. Donc, cette théorie-là, elle est née dans les années 1955, c'est ça là, qui vous dit la page numéro 2, c'est ça? Il vous dit donc que c'est issu d'un modèle qui déjà avait touché ce sujet-là. Là, le modèle, c'est le Heckscher-Ohlin. Allez voir sur Internet aussi pour la prononciation. Mais en réalité, c'est trois noms, c'est Eschler, Ohlin et Samuelson. Et ils ont fait déjà cette théorie-là, c'est-à-dire si on se met à produire trop d'un bien, on sacrifie la production d'autres biens, et donc c'est pas nécessairement une bonne chose. Donc, il dit que c'est donc l'analyse de l'impact d'une variation de la dotation factorielle. Qu'est-ce qui veut dire dotation factorielle? C'est simplement combien d'argent s'en va dans une production faite par le pays. Donc, il a été établi dans le cas de M. Rybczynski, a été établi en 1955. Ce monsieur était un monsieur polonais et puis durant la Deuxième Guerre mondiale, il a réussi à s'échapper finalement à son pays qui était en guerre et il est allé se réfugier en Grande-Bretagne. Et puis là, finalement, il a étudié économie et tout ça. Il est devenu un grand économiste anglais, finalement, au bout de la ligne, parce qu'il s'était naturalisé britannique. Donc, c'est quoi l'énoncé du problème de la théorème, de la théorie de ce monsieur? Donc, si on a une économie avec deux biens et deux facteurs, avec le plein emploi, une fois qu'on a ces conditions-là, si on augmente un facteur, on a une hausse de production d'un bien intensif en ce facteur. Et donc, il y a un bien de production, une baisse de la production de l'autre bien. C'est-à-dire, vous avez une économie, juste pour simplifier les choses, juste avec deux biens. On peut produire une chose et on peut produire une deuxième chose. Ces deux choses-là qu'on produit, si on favorise à un certain moment trop un des deux, ça va au détriment de l'autre. Parce que il n'y a pas les conditions pour pouvoir, à moins d'augmenter je sais pas, l'immigration, enfin, ça crée toute une sorte de problème. Enfin, mais l'énoncé du problème, c'est que si on a deux biens, deux facteurs, et on a le plein emploi. Et naturellement, le pays est clôturé, dans le sens que c'est ce que c'est comme population et puis tout ça. Donc, un exemple concret. Vous avez le textile, donc le textile. Donc, le textile, c'est un travail intensif, et vous avez l'acier. L'acier, c'est pas vraiment un travail intensif, mais c'est un capital intensif. Ça demande beaucoup d'argent pour produire de l'acier.
Mais pour faire le textile, c'est essentiellement un travail intensif. Donc, si le capital monte, la production, par exemple, s'il y a plus de capital, si la production de l'acier se met à grandir parce qu'on a plus de capital, et la production du textile va se mettre à diminuer. C'est ça la règle finalement. Ben, c'est ce qu'on dit depuis le début. Donc, vous avez un schéma visuel à la page 5. Donc, vous avez sur l'axe horizontal, vous avez les textiles, donc la production de textiles, et sur l'axe vertical, la production d'acier. Et vous avez le déplacement de la FPP après augmentation du capital. Qu'est-ce que ça veut dire ce FPP? Juste pour vous le dire correctement, c'est la frontière des possibilités de production. Donc, finalement, si, encore une fois, si vous analysez le graphique, il vous dit que si on augmente finalement la production, par exemple, d'acier, ça va au détriment de la production de textile. Parce que les ressources dans le pays sont ce qu'elles sont. Donc, on utilise le plein emploi et puis tout ça. Et donc, si on produit plus d'acier, on produira moins de textile. Si on produirait plus de textile, on produirait moins d'acier. Mais dans le cas d'un exemple chiffré que vous avez à la page 6, il vous dit donc l'hypothèse. Le textile, donc, c'est finalement intensif en travail. La machinerie, c'est pas aussi importante que le fait d'avoir des gens qui travaillent là-dedans. Tandis que dans l'acier, il est intensif en capital parce que ça prend des gros capitaux finalement pour faire marcher une aciérie et tout ça. La situation initiale, vous avez le textile, mettons 1000 unités fois 20 dollars l'unité, et ça fait 20 000 dollars. L'acier, vous avez 500 unités fois 50, et ça donne 25 000 dollars. Si vous augmentez de 20% le capital, le textile va diminuer parce qu'il y aura moins de capital pour le textile et plus pour l'acier. Pour l'acier, il va produire plus et donc finalement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'acier, on en a produit beaucoup à cause d'une augmentation du capital et le textile a diminué en proportion. Et donc, on dira que la production totale est réorientée vers l'acier. C'est à peu près le syndrome de la Hollande, encore une fois. Quand ils sont mis à vendre le gaz naturel, ben, ça a dérangé finalement toute la production du pays pour faire autre chose que de vendre du gaz naturel. Implication économique. La croissance des facteurs doit être égale ou supérieure à la spécialisation. Ça influence le commerce international, naturellement, et impacte sur les politiques industrielles. Donc, c'est important de ne pas trop favoriser un secteur de production si ça crée un problème dans la production d'autres secteurs. Finalement, les limites de tout ce que on se dit de cette théorie, c'est que c'est une hypothèse restrictive parce que ça suppose qu'on produit deux biens, donc on a le plein emploi et la technologie est identique. En réalité, ça ignore le progrès finalement technique, mobilité internationale des facteurs et aussi le fait que la mobilité des travailleurs qui peuvent aussi aller à l'étranger ou venir de l'étranger. Finalement, la conclusion, c'est que ça montre comment la croissance factorielle, c'est-à-dire donner de l'argent à un facteur, influence la production et explique la dynamique de spécialisation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le sujet, encore une fois, c'est que si les ressources sont limitées, si on produit trop d'un bien, on finit pour produire moins d'un autre bien. Donc, il y a des implications internationales dans tout ça. Et voilà, ça c'est la théorie de M. Rybczynski. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.